Moi, j'ai fabriqué mon premier panier, j'avais 6 ans. Et puis moi, ben, j'avais été inscrit à l'école assez jeune parce que ça prenait 9 élèves pour que la commission scolaire ouvre l'école. Et puis moi, j'étais le 9e. J'ai eu la chance à Compton d'apprendre d'un monsieur qui s'appelait Eusèbe Design. Il avait le surnom de Tikis Design. Quand j'étais jeune, là, il n'y avait pas de radio, il y avait pas, ça fait longtemps en campagne, nous autres, en ville, il y avait des radios, mais en campagne, il n'y avait pas de journaux beaucoup. Ils contaient des histoires aux enfants. Il disait, par exemple, que Eusèbe Design est un vieux bonhomme mal habillé un peu, pas trop fier, parlait pas aux gens, beaucoup, un peu solitaire, un peu comme un ermite. Les gens lui disaient bonjour, mais pas plus. Il y avait un discours un peu difficile à comprendre parce qu'il mêlait, dans son discours, il mêlait 4 langues. Il parlait des mots anglais, des mots français, puis 2 langues autochtones qu'il parlait aussi. Fait que fallait écouter, puis deviner. Puis il racontait aux enfants que dans ce temps-là, il m'avait raconté que Zeb, c'était pas lui qui faisait ces paniers-là, parce que c'est trop beau pour un vieux bonhomme. Lui, il coupe du bois, il rentre ça dans sa cabane, puis la nuit, c'est les lutins qui vont faire les paniers. Et puis, en allant à l'école, on passait devant sa cabane. Et puis, le soir, l'école finissait à 4 heures, mais souvent, à 4h moins quart, 3h30, la maîtresse me disait, ben va-t'en chez vous, puis marche trop vite, vous allez arriver tout en même temps. Mais moi, je passais à côté de la cabane à Eusèbe, et puis, c'était supposé être les lutins qui faisaient ses paniers, mais moi, j'allais voir par la fenêtre un peu, là, puis c'était lui qui faisait. Fait que là, j'ai bien compris que c'était pas les lutins, c'était lui qui faisait les paniers. Fait que je trouvais donc ça beau, ces paniers-là, puis ça me fascinait la manière qu'il travaillait son bois. Donc, chez nous, mon père avait du bois pour le topoil, ça fait que moi, je m'étais ramassé un peu de frêne, là, et puis je m'étais fait un panier. Puis là, je vais lui montrer ça, puis j'ai dit, moi, je fais ça pareil comme toi, là, puis ça marche pas. Ah ouais? Qu'est-ce que tu fais? Bien, il m'avait un peu montré comment faire, je m'étais pratiqué un petit peu avec lui, puis c'est comme ça que j'ai appris avec les années. Bien, mon véritable bon panier que j'ai fait, c'était plus vers l'âge de 14 ou 15 ans. Il y en a un ici en arrière, là, que vous pouvez regarder tout à l'heure. C'est un panier que ma mère voulait avoir des paniers de jardin. Ça fait que j'en avais fabriqué 2. Et puis il en restait encore, mais il y a 70 ans d'usage. Fait qu'il est encore là. Puis il est encore en fond. Parce que ça prend beaucoup de temps à tout astiquer le bois pour faire quelque chose de beau. Fait que j'avais sauvé des étapes. Ce qu'il fallait, là, c'était faire un bon panier de jardin, puis beau ou pas beau, là, c'était pas important. D'abord qu'il était solide, puis durable. C'est ça que j'avais fait à l'époque. Mais il est encore là. Oui. Mais je fabrique des paniers seulement l'hiver. L'été, le bois, il sèche trop vite. Et puis, j'ai pas assez de temps. Parce que quand on commence un panier, il faut le finir autant que possible les mêmes jours, ou le lendemain, ou sur le lendemain. Puis si c'est l'hiver, ben, on peut le mettre au froid, le bois ne sèche pas, puis on va continuer le lendemain. Mais l'été, le bois il sèche trop vite. C'est sûr que Eusèbe Design, lui, en fabriquait à l'année longue. Mais lui, c'était son métier, il mettait à l'ombre. Et puis, un panier, là, lui, il fabriquait 5 paniers par semaine, un chaque jour. Le samedi, il allait vendre ses paniers, puis le dimanche, il ne travaillait pas, il se reposait. Mais lui, il fabriquait un panier comme ça dans une journée. Mais moi, j'ai jamais fait ça d'une journée, ça me prend 2 jours. Je l'ai côtoyé durant à peu près une vingtaine d'années. Et puis, en dernier, les dernières années, là, il fabriquait encore des paniers, peut-être 2 ou 3 par semaine, mais il commençait à courbaturer un peu, être un peu âgé. Puis il venait à Compton, ici, à acheter ses choses au magasin Saint-Laurent, entre autres. Et puis, il y avait Steve Broderick à l'époque, qui était, M. Steve Broderick, qui était secrétaire municipal pour la municipalité. Puis lui, il voyait marcher Eusèbe, il dit, cet homme-là, il serait assez vieux pour avoir sa pension, je pense.
Ça sera, il a fait des démarches pour lui faire avoir sa pension, mais il n'a jamais réussi parce que ça prenait une preuve de son âge. Il n'avait pas trouvé de baptistère à nulle part. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, il y avait Maurice Saint-Laurent, qui avait le magasin Saint-Laurent à Compton. Lui, il a pris la relève. Il a écrit un texte. Qui disait « Moi, je connais Eusèbe de Zinde depuis telle date. À l'époque, il paraissait avoir tel âge. Et puis aujourd'hui, il serait éligible à sa pension de vieillesse. » Puis il a fait signer d'autres témoins qui avaient connu Eusèbe étant il y a plusieurs années. Là. Et puis il a envoyé ça à son frère, l'honorable Louis Saint-Laurent, qui était premier ministre à l'époque. Lui, il avait le contact. Peut-être une dizaine de jours après, Eusèbe a reçu par la poste 2 chèques de pension. Puis après ça, il n'a pas fabriqué beaucoup de paniers. Et il avait ses chèques pour manger, puis ça faisait son affaire. Les femmes, ils aiment bien ça, faire des petits paniers de fantaisie. Et puis souvent, c'est trop épais, trop dur à travailler. Ça fait que les autres, ils les séparent en 2. Il y a une méthode pour les séparer en 2 épaisseurs. C'est un peu délicat pour partir, là, mais pour juger de l'épaisseur, le toucher, là, c'est plus vite, puis plus précis que la vie. Wow. Un petit panier fancy. Je prépare mon bois. Après ça, j'enlève toute la partie rugueuse qu'il y a dessus, là. Puis là, je trace mon panier. Quand mon panier n'est pas fini, je peux l'enterrer dans la neige pour pas qu'il sèche la nuit. Il faut faire attention pour pas que nos hantures soient toutes à la même endroit. Ça va un peu réparti partout. C'est la logique. Et puis aussi, en dessous pour tracer. Fait que faut que notre côté, un côté qui a un nombre de lattes pair et l'autre côté impair pour que ça soit toujours dessus-dessous. Quand on tresse un panier, le côté de l'arbre, le côté qui était à l'extérieur de l'arbre, on le met toujours à l'extérieur du panier. Par un respect pour l'arbre, on replace là, mais en réalité, ça se travaille mieux aussi. Arbre debout, au panier terminé avec 2 outils, soit une hache et un couteau. Seulement. Et puis, la première étape, c'était séparer, décoller tous les âges de l'arbre. Ça, c'en est qu'on appelle les âges de l'arbre. Puis c'est à partir de ça qu'ils traçaient leur panier. Une chose qui est importante, c'est que fabriquer nos paniers quand le bois a sa sève naturelle. Après ça, le bois il sèche, puis c'est là que le panier prend toute sa force, sa rigidité. Vous pourrez le toucher tout à l'heure, vous allez constater qu'ils sont tous très rigides. Disons que je prépare des lattes comme ça, quand le bois a sa sève naturelle, puis là, il est un peu sec. Si on le met dans l'eau, le lendemain, il va pouvoir le sortir puis continuer. Mais le bois, là, il y a une particularité. Quand il sèche, les planches, ça amincit un peu, mais aussi, quand il sèche, il raccourcit. Si on le met dans l'eau, il va épaissir, mais il ne rallongera pas. Fait que là, le bois qui a séché un peu, puis qui a été réhumidifié, on tresse notre panier, puis au lieu de serrer comme cela, c'est le contraire, il devient lousse. Lui, il ne mettait rien sur ses paniers. Puis avec les années, il devenait cette couleur-là. Mais moi, je mets d'autres produits qui conservent la couleur. OK. Et puis, les paniers, souvent, à l'époque, pour les conserver longtemps, au moins une fois par année, ils les mettaient dehors à l'appui à l'extérieur. Pour les faire
humidifier, puis les remettre en dedans. Fait que ça prolongeait la durée des paniers. Une autre chose que je ne vous ai pas dit, c'est que Eusèbe, lui, Eusèbe de l'Inde, il a commencé très jeune à aider sa mère à fabriquer des paniers. Et puis à l'époque, il fabriquait des paniers. Sa mère a fabriqué beaucoup des paniers minottes. Le panier minot, c'était une mesure, un minot, c'était une grandeur de mesure, très précis. Et puis le panier, le fond était fait semblable à ceci. Et puis, elle était capable de fabriquer ça, mais quand il se mettait 2 personnes ou 4 mains, ça allait beaucoup mieux. Fait qu'il aidait sa mère à faire des paniers minottes. C'était un panier un peu plus petit que ça, mais un peu plus haut. Puis c'était un produit d'exportation à l'époque. Il exportait ça à Nouvelle-Angleterre, un peu partout. Les paniers, c'est une méthode très ancienne. Tous les peuples de la planète ont utilisé des paniers dans le passé pour le transport, la cueillette et l'entreposage de différentes marchandises. Et chaque pays, chaque région fabriquait leurs paniers avec les matériaux qu'il y avait à leur construction, à leur disposition. Mais au Québec, ici, c'était le frêne. Parce que le frêne, à partir du frêne, il fabriquait des paniers qui étaient très résistants et très durables. Donc, et puis, on sait qu'au temps de la Nouvelle-France, il y avait des paniers comme ça dans toutes les maisons et pour plusieurs usages différents. On va en voir quelques-uns. Mais avant, j'aimerais vous dire que dans le passé, avec les paniers, là, quand ils voulaient transporter du liquide, de l'eau entre autres, ça coule un peu, là. Fait qu'ils plaçaient une épaisseur d'argile à l'intérieur. Ils plaçaient ça minutieusement, là, un peu d'argile, puis là, ils pouvaient transporter de l'eau, du liquide. Mais, un jour, il est arrivé un malheur. Dans un camp, il a passé un incendie. Tous les gens se sont sauvés, mais après l'incendie, les gens sont revenus sur place voir s'il n'y avait pas des choses à récupérer. Puis les paniers étaient brûlés. Bon, c'est malin. Mais ceux qui avaient de l'argile à l'intérieur, l'argile avait cuit. Puis ces gens-là venaient de découvrir la première poterie au monde. Et par la suite, pour une très longue période, quand les gens voulaient fabriquer un vase en poterie, ils fabriquaient un panier, la bonne dimension, la bonne grandeur qu'ils voulaient. Ils enduisaient l'intérieur d'argile, puis après ça, ils le faisaient brûler. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup amélioré. Bon. Je vous disais tout à l'heure qu'au temps de la Nouvelle-France, il y avait des paniers comme ça dans toutes les maisons. C'est sûr qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les sacs en papier, il n'y avait pas les boîtes en carton, surtout il n'y avait pas le plastique, puis il n'y avait pas les Tupperware que tout le monde utilise. C'est très commun. Un panier que toutes les familles avaient, c'était le fameux panier à pique-nique. Toutes les familles avaient ça. Le dimanche, les gens mettaient leur lunch dans ça, puis allaient à la messe avec leur panier. Puis après la messe, vous savez, dans le temps, il n'y avait pas les journaux, pas les radios, il n'y avait pas ces choses-là. Fait que les gens se rassemblaient pour prendre leur lunch en commun. Et puis c'est là que les nouvelles circulaient. Et puis les gens rencontraient leurs amis. Et pour plusieurs personnes de l'époque, les femmes surtout, la sortie du dimanche, c'était la seule sortie de la semaine. Un panier que toutes les familles avaient, toutes les femmes avaient, c'était le panier à tricot. Ça, ils mettaient le peloton de laine dans ça, et puis c'était toujours à portée de la main. Et puis, vous savez, au temps de la Nouvelle-France, là, il n'y avait pas de banque, pas de caisse-pop. Ouais. Fait que les femmes, la plupart tricotaient un petit bas, là, puis ils mettaient leur argent dans ça. Puis ils cachaient le petit bas en dessous de leur matelas. D'autres, c'était une autre cachette. Mais beaucoup de personnes le laissaient tout simplement dans le fond du panier, puis ils mettaient deux. Mais ceux qui les laissaient dans le fond du panier, là, ils plantaient toujours beaucoup des poils de porte-pique pour pas que les enfants jouent avec ça.
les paniers à œufs. Vous savez, il n'y avait pas les crêtes à œufs qu'on connaît aujourd'hui, là. Fait que les ceux qui avaient des poules, il y avait un petit panier comme ça pour mettre leurs œufs, pour aller vendre leurs œufs. Et puis, ceux qui achetaient les œufs, ben, il y avait un plus petit panier qui faisait l'affaire. Ça, il en mettait une douzaine là-dedans. Et puis, je fais remarquer que, au temps de la Nouvelle-France, les gens avaient des poules pour les œufs, mais aussi il y avait des canards puis des oies. Donc, les œufs d'oie étaient beaucoup plus gros que les œufs de poule, mais ils étaient commercialisés quand même. C'était un panier très populaire. Et puis, je fais remarquer que dans le fond du panier, ils mettaient des petites écorces, du cèdre. Ça empêchait les œufs de casser. Un autre modèle de panier que toutes les familles avaient, c'était les paniers à caillettes. Ça, ils mettaient une petite écorce de bouleau dans le fond, là, pour ne pas le tacher. Et puis, ils ramassaient des fraises, des framboises, des bleuets, tous les petits fruits. Et puis ça, c'était un panier qui attachait à leur ceinture. Moi, je me souviens que ma grand-mère en avait deux, un de chaque côté. Mais, ça, je ne me souviens pas si elle remplissait comme ça. Mais, quand ils ramassaient des framboises, des fraises, des petits fruits, ils ne mettaient jamais plus que la moitié du panier. Parce que, pour pas que ça fasse de la compote en même temps. Et puis, vous avez remarqué les paniers, le panier qui a du cèdre dedans. Ça, tout le monde, autant dans la Nouvelle-France, tout le monde avait du cèdre dans leur maison. Puis ils étendaient ça sur leur plancher. Ils marchaient sur le cèdre, ça faisait une bonne odeur dans la maison. Puis s'il y avait une tradition autochtone que le cèdre était une plante un peu médicinale, une plante sacrée. Fait que le cèdre protégeait un peu leur maison. Fait en plus de donner la bonne odeur, en marchant dessus, ça écrase. Fait qu'ils mettaient ça dans leur maison. Puis un autre panier, c'est beaucoup des écorces de bouleau. Ça, il y avait ça à côté du poêle. Parce que dans le temps, il n'y avait pas de papier pour allumer les journaux. Fait qu'ils prenaient une petite poignée d'écorce de bouleau pour allumer le poêle quand c'était nécessaire. Fait que, un panier que toutes les familles avaient, c'était le panier à jardin. Ça, ils utilisaient ça pour aller au jardin. Vous remarquerez qu'ils sont très solides. Vous pouvez les prendre tout à l'heure. Et puis, ces paniers-là, quand ils ont temps de la Nouvelle-France, vous savez, à jette et jette, là, c'était pas encore la mode. Là. Fait qu'ils faisaient ça pour que ça dure. Donc, en dessous du panier, là, c'est renforcé avec un morceau de bois assez solide. Puis, à chaque point d'appui, c'est doublé. Il y a un petit bout qui double. Ça, c'est... Et puis, c'est toujours cette partie-là qui se usait le premier. Fait qu'ils pouvaient remplacer un petit bout de freine avant que la structure du panier se brise. Fait que ça fait... le panier il durait, je dirais pas éternellement, mais il durait très longtemps. Dans le passé, il n'y avait pas les laveuses à linge automatiques, les sécheuses. Fait qu'ils mettaient leur linge sale dans ça, puis après ça, ils sortaient une fois par semaine, souvent ils lavaient le linge. Toutes les familles avaient leur panier à bébé. Dans ce temps-là, il n'y avait pas les petites carrosses, puis il n'y avait pas toutes ces choses-là. Ça, ils mettaient leur bébé dans ça aussi longtemps que le bébé ne se levait pas debout. Quand le bébé se levait debout, souvent il versait, puis ils mettaient le panier de côté, mais souvent le panier ne chauffait pas, il chômait pas longtemps. Pas longtemps après, il y avait un autre bébé à mettre dedans. Et puis, là, je vais vous conter quelque chose. Vous savez, les premières femmes qui ont accouché au Québec, là, ça n'allait pas très bien. Ces femmes-là s'ennuyaient. Ils n'étaient pas habitués à la rigueur de notre climat. Ils n'étaient pas habitués à la nourriture de par ici. Ils s'ennuyaient de leurs amis. Il y avait des bébés maladifs. Là, à ce moment-là, les femmes autochtones, qui étaient voisins des autres, ont remarqué ça. Et puis, ils les ont apporté en cadeau des peaux d'ours.
Puis on dit, ben madame, faites comme nous autres, là, faites dormir vos bébés sur peau douce, puis ça va bien aller. Fait qu'eux autres, ils ont pris les peaux douces, puis ont mis ça dans des paniers, comme les Autochtones faisaient. Puis ils couchaient leur bébé là-dedans. Mais, du jour au lendemain, il s'est produit un phénomène au Québec. Le peuple québécois s'est développé d'une manière phénoménale à une période qu'il n'y avait pas le système de santé qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y avait pas les hôpitaux, il n'y avait pas les cliniques médicales, il n'y avait pas les pharmacies, il n'y avait pas les antibiotiques, puis il n'y avait pas les Tylenol qui nous parlent à la télévision d'instant. Mais il y a un historien qui nous parle de ce que j'ai oublié le nom, qui parle du miracle des Canadiens français. Le peuple québécois s'est développé. Un autre historien du nom de Jacques Hull, que lui, il nous parle d'une révolution démographique inégalée dans les annales de la race blanche. Donc, comme Québécois d'origine canadienne-française, il y a quelque chose à en être fier. La croyance autochtone, ou la croyance de l'époque, était que l'ours transmettait au bébé sa force, sa résistance, son courage, mais surtout sa santé à toute épreuve. Mais, par contre, aujourd'hui, ça ne tient plus la route, ça. Il nous parle d'une autre théorie. Aujourd'hui, ben, apparemment, au temps de la Nouvelle-France, les fourrures d'ours étaient très précieux. Ils prenaient soin de ça. Ils mettaient ça sur leur chaise pour s'asseoir. Ils l'utilisaient comme des centres de lit. Ils l'utilisaient sur le pied de leur lit là, pour s'asseoir un peu plus chaud pour les pieds. Puis quand le bébé naissait, ben, ils mettaient dans le panier, puis ils mettaient leur bébé dessus. Mais ce qu'ils ne savaient pas à l'époque, c'est que la fourrure de l'ours était imprégnée de microbes. Et puis, la mère, elle, dans son premier lait, qui est le colostrum, a fournissait à son bébé une foule d'anticorps contre les microbes qu'elle-même avait été en contact. Donc, le bébé n'était pas malade, mais surtout, il commençait très jeune à se développer un système immunitaire très efficace. Voilà.